Monsieur le Président, cher Étienne, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler des enluminures du livre de la chasse de Phébus, comme l'indique le titre. Je travaille au service médiéval du département des manuscrits et à ce titre, j'ai la chance de pouvoir avoir accès et de pouvoir valoriser des manuscrits du Moyen-Âge et notamment plusieurs exemplaires de ce fameux livre de la chasse de Phébus qui a été écrit au XIVe siècle et pour lequel plusieurs exemplaires manuscrits sont parvenus jusqu'à nous. On en dénombre une petite cinquantaine, 47 environ, et parmi ces manuscrits, 18 sont conservés à la Bibliothèque nationale. Alors évidemment, nombre d'entre eux ne disposent pas d'un décor enluminé foisonnant, avec, je vous montrerai quelques exemples, seulement quelques lettres ornées. Mais les exemplaires les plus célèbres, et notamment le plus célèbre, le livre de la chasse de Gaston Phébus, est conservé à la Bibliothèque nationale et c'est sur ce manuscrit-là en particulier que je vais beaucoup m'appuyer. Mais retenez bien qu'il existe plusieurs dizaines d'exemplaires manuscrits de ce texte parvenus jusqu'à nous et qui sont de factures différentes. Donc, de quoi allons-nous parler? Donc, du livre de la chasse de Phébus. La chasse, quelques mots introductifs, au Moyen-Âge, bien évidemment, comptait parmi les activités de prédilection de la noblesse, des grands seigneurs, et a donné lieu à plusieurs ouvrages, avant même Gaston Phébus, puisque vous situez bien ce grand personnage qui a fait l'objet de plusieurs ouvrages, notamment celui de Claudine Payès, un très bel ouvrage. Donc avant la rédaction de l'ouvrage par Phébus, il y a eu des livres consacrés à la chasse, mais avec quelques différences, parce que au XIIIe siècle, il faut citer Frédéric II de Hohenstaufen, qui a consacré un ouvrage à la fauconnerie. Donc là, on est au XIIIe siècle. Également, le livre du roi d'Ancous au XIIIe siècle, toujours un traité de fauconnerie, dont on conserve quelques exemplaires manuscrits à la Bibliothèque nationale. Mais jusqu'au XIIIe siècle, vous voyez, les ouvrages consacrés à la chasse se focalisaient sur un des aspects, c'est-à-dire la fauconnerie, la volerie. Il faut attendre le XIVe siècle, justement, la période de Gaston Phébus, pour voir émerger trois ouvrages presque contemporains qui prolongent et enrichissent justement cette tradition, c'est-à-dire en y ajoutant la vénerie, tout ce qui concerne la chasse à courre. Alors, un des premiers, justement, avant même Phébus, c'est ce qu'on appelle le roman des déduits de Gas de la Buigne. Alors, le roman des déduits, en fait, déduit en langue d'Oïl, cela signifie plaisir, et par extension, cela signifie la chasse. Vous voyez déjà la portée très, très positive de la chasse au Moyen-Âge. Donc Gas de la Buigne, qui a été le chapelain de plusieurs rois de France, à la demande du roi Jean le Bon, a écrit cet ouvrage qu'il a dédié au duc de Bourgogne Philippe le Hardi, et qui concerne non seulement la volerie, mais également la vénerie. Comme je vous expliquais, il faut attendre le XIVe siècle pour qu'apparaissent des traités synégétiques qui intègrent la chasse à courre. Alors, c'est un ouvrage très moralisé, où il y a en fait une vision un peu comme un miroir du prince pour apprendre au prince à bien se comporter. Et dans ce traité, en fait, on met un petit peu sous forme de débat la volerie et la vénerie. Et c'est ce que vous pouvez voir à l'écran, où
après ces quelques mots, vous comprendrez l'iconographie de cette enluminure frontispice, où vous avez d'un côté, à gauche, vous voyez déduit de chien, amour de chien, donc cela fait référence à la vénerie, la chasse à courre, et à droite, vous avez déduit d'oiseaux, donc la volerie, et en fait tout le traité, c'est un débat entre ces deux types de chasse, essayer de savoir qui est la meilleure, et Gaz de la Buyne, très prudemment, trouve des vertus à toutes les chasses, tous les types de chasses. Ensuite, toujours au XIVe siècle, il y a Henri de Ferrières, un gentilhomme normand, qui écrit le livre du roi Modus et de la reine Ratio, qui également met en scène la vénerie et la volerie. Et là, je vous ai mis exprès pour faire pendant à l'enluminure précédente qui mettait en scène comme une rivalité entre les deux types de chasse. Là, c'est la même chose, c'est la dispute entre la vénerie et la volerie. Mais cet ouvrage est là encore très moralisé. C'est un dialogue entre le roi Modus, qui décrit la vie des animaux, la manière de les chasser. Donc c'est un dialogue avec des interlocuteurs variés. Et puis, au cours de ce dialogue, il y a plusieurs chapitres qui sont intercalés, où la reine Ratio donne une explication morale, justement, des différents animaux. Là, c'était juste une enluminure de cet ouvrage pour vous montrer déjà un premier exemple. Et après vous avoir évoqué ces deux ouvrages qui concernent donc non seulement la vénerie et la volerie dans la deuxième moitié du XIVe siècle, nous arrivons enfin à notre Gaston Phébus pour vous montrer un peu la genèse de l'écriture de son ouvrage. Il ne part pas ex nihilo, et justement, Gaston Phébus, qui écrit le livre de la chasse à partir de 1387 jusqu'à environ 1389, s'inscrit dans une tradition bien établie qui, comme je vous l'expliquais, a été profondément renouvelée dans la deuxième moitié du XIVe siècle avec les deux ouvrages précédemment cités, qu'il a beaucoup utilisé. Il a par exemple recopié des passages mot pour mot d'Henri de Ferrières. Il s'est beaucoup appuyé dessus. Mais le livre de la chasse de Phébus a une particularité, enfin il en a plusieurs, mais déjà il n'évoque que la vénerie. Vous voyez, autre particularité notable, la fauconnerie n'est pas du tout évoquée. Donc, nous allons nous concentrer sur le livre de la chasse de Gaston Phébus. Gaston III Phébus, grande figure que vous connaissez bien, comte de Foix, vicomte de Béarn, chasseur hors pair, qui a absolument fasciné ses contemporains. Le chroniqueur Froissart est venu exprès à sa cour, il est venu de Blois jusqu'à Orthès, et il y a passé plusieurs semaines à la fin de l'année 1388 jusqu'au début de l'année 1389. Et il a chanté les louanges de Gaston Phébus, qui était connu vraiment dans de nombreuses cours. Donc un personnage qui a vraiment fasciné ses contemporains, et qui donc, arrivé à l'âge de 57 ans, si ma mémoire est bonne, et il est né en 1331 et il a commencé à écrire en 1387, donc je vous laisse vérifier mes calculs, a commencé à écrire ce livre de la chasse, qu'il a dicté à un copiste, et c'est pour cela que j'ai choisi un des exemplaires justement parvenus jusqu'à nous, comme je vous l'expliquais, du livre de la chasse, qui comporte une enluminure assez atypique, mais que j'ai choisi à dessein pour illustrer justement la référence à cette rédaction du texte, où dans ce très beau manuscrit du XVe, on voit Gaston Phébus en train de dicter son texte à un copiste qui, comme vous pouvez le constater, je vous ai mis un grossissement de l'enluminure, porte d'énormes lunettes qui lui mangent la moitié du visage. Et voilà
le fameux livre de la chasse. C'est le manuscrit le plus célèbre, tellement célèbre qu'il a presque occulté un petit peu les autres exemplaires manuscrits. C'est celui auquel on pense quand on évoque la figure de Gaston Phébus et de son livre de la chasse. C'est le manuscrit le plus connu. Alors, je vous ai mis bien évidemment le frontispice, où on retrouve la figure en majesté de Gaston Phébus, vous voyez, entouré de ses veneurs, de ses valets, de ses chiens, avec l'estortoir, ce bâton utilisé à la chasse, qui est brandi un peu comme un sceptre. Gaston Phébus qui est richement vêtu. Vous voyez que son habit est décoré d'un semis de phénix, de plumes de paon. Donc manuscrit très précieux. Et puis un autre manuscrit, vous voyez, vous remarquez un peu la ressemblance entre les deux. Hein, ce sont deux copies du premier manuscrit conservé au musée de l'Ermitage. Mais revenons voilà, à l'exemplaire de la BNF. Il a été exécuté au tout début du XVe siècle, a priori pour un destinataire prestigieux. On n'a pas la preuve absolue de l'identité justement de ce destinataire, mais c'est toujours comme ça quand on étudie les manuscrits enluminés. On essaie de chercher des indices internes aux manuscrits ou externes avec le recours aux inventaires pour essayer de déterminer et d'améliorer les approximations. Et là, dans ce manuscrit, je vous ai mis un exemple de fond qui est fleur d'Élysée. Donc là, en général, quand les fonds d'un manuscrit sont décorés comme ça de fleurs de lys, ça signale une provenance sinon royale, du moins très prestigieuse. Et certains historiens de l'art ont avancé l'hypothèse que le manuscrit a pu être destiné au dauphin Louis de Guyenne. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui faisait dire cela? Parce que, comme vous pouvez le constater, dans la marge de l'enluminure qui sert de frontispice, vous avez un petit épervier qui était la marque, c'était la devise de Louis de Guyenne. Enfin, c'était une de ses devises. Donc, on ne peut pas l'affirmer avec certitude, mais c'est une hypothèse qui a été avancée, et quoi qu'il en soit, la provenance est forcément très prestigieuse, vu la splendeur du manuscrit qui est richement enluminé. Et là, pour le moment, je ne vous montre qu'une enluminure, mais le volume complet renferme plus de 80 enluminures. Il est vraiment somptueux. Pour continuer dans cette généalogie rapide, pour vous donner un aperçu général du corpus des manuscrits parvenus jusqu'à nous, et ensuite on rentrera dans le vif du contenu, de quoi cela parle. Donc si l'on reprend notre fil, ici vous avez un manuscrit qui est conservé à New York, à la Morgan Library, qui était a priori destiné à Louis d'Orléans, vous voyez, autre grande figure du temps. Donc très beau manuscrit où on retrouve sur cette page frontispice à peu près les mêmes personnages, et de nouveau Gaston Phébus. Ensuite, je vous montre un autre manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale. Alors, il peut peut-être vous sembler familier. C'est normal parce qu'il s'agit d'une copie du manuscrit français 619, l'exemplaire d'auteur de Gaston Phébus. Vous vous souvenez? Je vous l'ai montré, le voici, l'exemplaire de Gaston Phébus, exécuté en grisaille. Eh bien, le manuscrit que vous avez sous les yeux a été réalisé au début du XVIe siècle, et donc, comme je vous disais, c'est quasiment un véritable facsimilé avant la lettre. Il a été fait vraiment de manière assez identique à son modèle.
Mais c'est sur du papier, alors que le manuscrit de Gaston Phébus, lui, a été réalisé sur parchemin. Citons évidemment le manuscrit conservé à la bibliothèque du château de Pau, qui date du début du XVe siècle. Alors cet exemplaire qui a été acquis par le château de Pau en 1987 devait comporter initialement un cycle complet en grisaille, mais seule malheureusement la première histoire, c'est-à-dire vous voyez, le premier sujet a été exécuté avant 1400, et c'est ce que vous avez sous les yeux. Justement, ça fait partie du tout début de l'ouvrage, le cerf esselé qui sort du bois. C'est de la grisaille à la mine d'argent. Alors il y a d'autres illustrations, mais elles sont largement postérieures. Elles datent du XVIIe siècle. Ça représente le lièvre, le lapin, l'ours, le sanglier, le loup, le renard. Alors poursuivons notre promenade enluminée dans ces quelques manuscrits parvenus jusqu'à nous. Alors j'ai privilégié les exemplaires conservés à la Bibliothèque nationale pour vous montrer les numérisations. Donc n'hésitez pas, j'en parle maintenant comme ça vous aurez d'emblée la ressource. N'hésitez pas à consulter sur Internet Gallica, qui est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. Et si vous recherchez par code, c'est pour ça que je vous ai mis à chaque fois les codes précises, vous aurez accès justement à la numérisation intégrale en couleur et vous pourrez tourner les feuillets à loisir et pouvoir contempler toutes les enluminures, parce que bien évidemment, dans le temps qui nous est imparti, nous ne pourrons pas avoir accès à tout le décor enluminé. Donc le manuscrit que vous avez sous les yeux, on est toujours au début du XVe siècle. Vous voyez, j'ai pris le parti de vous montrer la genèse, la filiation de la transmission de ce texte depuis les tout premiers exemplaires de Gaston Phébus. Et nous allons poursuivre notre itinéraire chronologique. Donc là, on est au premier quart du XVe siècle. Il y a beaucoup moins d'enluminures que dans les premiers manuscrits. Là, ici, ça correspond au début du texte, au prologue. Mais si vous remarquez, on n'est plus du tout comme pour les premiers témoignages, les premiers témoins manuscrits, pardon, avec le frontispice Gaston Phébus entouré de ses veneurs. Ici, c'est une condensation. Il n'y a pas du tout plus de 80 enluminures. Il y en a beaucoup moins. Et pour le prologue, ce n'est plus Phébus en majesté, mais on passe directement à la chasse aux cerfs. Donc voilà, c'est éclairant aussi sur l'iconographie, les choix selon les différents manuscrits. Là, un autre exemple, plutôt du milieu du XVe siècle, où on retrouve Gaston Phébus, qui est toujours muni de son estortoir et qui remet son ouvrage à ses veneurs. Autre exemple d'un manuscrit que j'ai choisi parce qu'il a été copié en partie sur le manuscrit précédent. Donc là encore, cela illustre les phénomènes à l'œuvre pour la transmission textuelle, iconographique, où certains manuscrits pouvaient être copiés sur d'autres. Il y avait des modèles qui circulaient. Et donc je me suis amusée, pour quelques exemples rapides, comme le temps passe, mais de comparaison justement entre le manuscrit à gauche, là le français 1291, sur lequel a été copié le manuscrit à votre droite, conservé à la bibliothèque Mazarine. Donc on constate bien la ressemblance, la similitude entre les deux, mais l'enlumineur avait une part de liberté et parfois n'a pas forcément entièrement suivi son modèle et a modifié certaines choses. Donc là, vous pouvez vous amuser à compter les lapins. Ou ici,
Parfois, il rajoute des animaux et parfois, il en retranche. Voilà. Alors, continuons notre brève promenade enluminée. Là, nous sommes à la fin du XVe siècle. Vous voyez, on avance dans la chronologie. C'est une copie qui a été un peu modernisée d'extrait du livre de la chasse de Phébus. Et donc, ce n'est pas le texte in extenso. Vous voyez qu'on est face, là maintenant, à des exemples de manuscrits qui comportent toujours le livre de la chasse, mais remaniés, modifiés. Et donc, en fait, il n'y a pas du tout le début du texte, tout le prologue, le passage sur les animaux, tout ce qu'on verra en détail tout à l'heure avec le manuscrit de la BNF. Mais là, ça commence immédiatement avec la flairée de la piste, vous voyez, avec le chien. Alors, là, vous avez un manuscrit toujours du XVe siècle qui comporte des dessins à l'encre brune et rouge sur papier. Et lui aussi, je l'ai choisi parce qu'il témoigne de l'immense diffusion du livre de la chasse et notamment de sa diffusion hors des milieux bibliophiliques. Puisque ici ce n'est pas un manuscrit richement illuminé sur parchemin. On pense qu'a priori le manuscrit a été copié à l'usage d'un petit seigneur qui devait être chasseur lui-même par son secrétaire. Et je vous ai mis justement le petit dessin qui rend hommage à Phébus, vous voyez, représenté sur son cheval avec écrit le conte Phébus. Et cet ouvrage, dans le manuscrit parvenu jusqu'à nous, comporte également un petit texte qui s'appelle le dit du bon chien souillard de Jacques de Brézé. Et ça a été écrit en l'honneur de son chien favori et il y est fait explicitement allusion à Gaston Phébus. Donc voilà, j'ai noté. Alors poursuivons. Si vous vous souvenez, en guise d'introduction, très brièvement, je vous ai dit que sur les 46 ou 47 exemplaires parvenus jusqu'à nous, tous n'étaient pas dotés d'un même cycle enluminé foisonnant avec plus de 80 enluminures. Là, les quelques exemples que je vous ai montrés vous en donnent un petit peu la mesure. Et justement, au bout du spectre, si je puis dire, il y a malheureusement les ouvrages qui sont inachevés. Et c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple en particulier, ce manuscrit conservé à l'ABN, toujours du 15e, sur parchemin, mais dont le décor a été inachevé. Et ça, on le sait parce que, vous voyez, que le copiste a laissé en réserve les espaces destinés à recevoir un décor enluminé. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui comme un espace vide, un blanc, in fine, aurait dû recevoir une miniature pour représenter, alors dans le cas précis du feuillet 4V que vous avez à l'écran, on aurait dû voir le cerf, puisque la rubrique, c'est les deux lignes qui sont écrites à l'encre rouge, parce que rubrique, ça vient du latin ruber qui veut dire rouge, ci devise du cerf et de sa nature, le premier chapitre, etc. Donc je tenais vraiment à vous montrer ce type de manuscrit pour que vous ayez une vision surplombante et complète de l'ensemble des manuscrits du livre de la chasse. Et je termine ce panorama avec un des 10 exemplaires de la première édition imprimée du livre de la chasse. Donc c'est un ouvrage qui subsiste en très peu de témoins. On en conserve 2 à la Bibliothèque nationale, un à la réserve des livres rares et l'autre au département des manuscrits où je travaille. Et là, vous reconnaissez le cerf. Vous pouvez même retrouver les mots de la rubrique, ci devise du cerf et de toute sa nature, etc. Donc c'est le même texte, mais cette fois-ci, non plus manuscrit, mais imprimé. Et le décor n'est pas enluminé, mais fait de gravures sur bois. Donc voilà pour ce
ce petit aperçu des manuscrits parvenus jusqu'à nous. Et maintenant, nous allons rentrer dans le livre de la chasse. En repartant du début, nous allons vraiment le traverser. Alors d'emblée, j'attire votre attention sur le fait que nous n'allons malheureusement pas pouvoir admirer toutes les enluminures. Je vous ai dit, il y en a plus de 80 dans le plus bel exemplaire du livre de la chasse, donc le fameux français 616, faute de temps. Mais j'ai établi mes choix en conservant l'articulation générale de l'ouvrage, qui est structurée en plusieurs parties. Donc même si je ne vous montre pas toutes les enluminures, il y a au moins une enluminure de chaque grande section. Voilà, pour que vous gardiez l'articulation, le rythme du texte. Donc commençons par le début, qui est le prologue. Justement, le prologue comporte une très belle définition de l'existence, de l'idéal d'existence de la noblesse à la fin du Moyen-Âge. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vous ai mis donc le frontispice et puis un grossissement du texte, et je l'ai surligné en jaune, le passage que vous pouvez lire, hein, « Je, Gaston, par la grâce de Dieu, surnommé Phébus, comte de Foix, seigneur de Béarn, qui tout mon temps, fidélité paraît spéciale en 3 choses. » Donc en fait, il met en valeur trois choses, les armes, l'amour et la chasse. Et ensuite, dans le reste du prologue, il explique qu'il est bien conscient qu'il y a des rivaux en amour et en armes, mais pour la chasse, il est indépassable. Voilà. Il se pose d'emblée dans le prologue comme un excellent chasseur, qu'il n'y a pas de maître plus fort que lui. Alors, j'ai pris soin de vous mettre également l'extrait du prologue qui parle de Gaston Phébus dans un autre manuscrit de la BNF, parce que dans ce manuscrit-là, vous voyez la deuxième ligne, Phébus est écrit F-E-B-U-S. Voilà. Alors que dans le précédent, c'était, je ne sais pas si vous voyez, P-H-B et puis la petite abréviation. Alors, donc poursuivons. Après le prologue, on entame une série de petits chapitres consacrés à la description du gibier. Voilà. Donc, toute la première partie s'attache à décrire, comme il l'indique, la nature des bêtes. Donc, Gaston Phébus va passer en revue tous les animaux dignes d'être chassés. Donc, je vous les cite dans l'ordre pour que, encore une fois, vous ayez une vision surplombante, et après, on va en détailler seulement quelques-uns, toujours dans une logique d'échantillon. Il évoque tour à tour, et dans l'ordre qui suit, le cerf, le renne, le daim, le bouc, le chevreuil, le lièvre, le lapin, l'ours, le sanglier, le loup, le renard, le blaireau, le chat sauvage et la loutre. Voilà pour la liste exhaustive. Comme je vous l'expliquais, j'ai privilégié quelques animaux, et bien évidemment, le plus incontournable, le plus important, et c'est non pas du tout anodin que Phébus commence par lui, c'est le cerf, la chasse la plus noble. Donc, comme vous pouvez le constater, si vous regardez encore une fois le petit texte écrit en rouge, hein, la rubrique, ça vous donne le titre du chapitre, hein, c'est très pratique pour se repérer. 6 devises du cerf et de toute sa nature. Donc, cette enluminure, comme vous pouvez le constater, comporte plusieurs animaux. Ce n'est pas juste un seul cerf qui représenterait toute son espèce. En fait, ça fait un petit peu référence au contenu. Pour chacun des animaux, en général, Gaston Phébus évoque il décrit l'animal, la manière dont il se reproduit, son alimentation, son mode de vie,
Et ensuite, il s'inspire de son expérience pour décrire les traces que les animaux laissent, comment ils fuient, comment on les chasse, les produits qu'on peut en tirer. Par exemple, pour le loup, il dit que ça fait des bonnes moufles, le goût de leur viande. Donc c'est vraiment une approche assez originale par rapport aux traités qui l'ont précédé, et même par rapport au bestiaire, qui était très présent au Moyen-Âge. Là, en fait, c'est une approche qui n'est pas du tout moralisée. C'est-à-dire que pour le cerf, Gaston Phébus ne va pas faire comme dans tous les bestiaires, de dire que le cerf représente le Christ, évoquer tous ces aspects. Il va vraiment se concentrer sur son expérience, ce qu'il a observé, comment on les chasse, comme je vous disais, la manière dont ils se nourrissent. C'est vraiment un embryon d'histoire vraiment naturelle sur les animaux et leurs particularités. Donc, les deux enluminures que vous avez sous les yeux sont à peu près fidèles au texte, de représenter le cerf dans différentes postures. Et là, j'ai pas mis la cote, je m'en excuse, mais ça provient du manuscrit qui est conservé à New York et qui, tout comme notre manuscrit, le français 616, le manuscrit le plus célèbre, donc le manuscrit de New York est copié également, si vous vous souvenez, sur le manuscrit de Saint-Pétersbourg. Donc on pourrait se dire, le manuscrit de la BNF et celui de New York, pour le cerf, représenteront à peu près les mêmes animaux, avec quelques différences. Sauf que quand on regarde l'enluminure correspondante, vous retrouvez les animaux dans un paysage, mais il y a un élément qui doit attirer votre attention. Vous voyez, c'est au milieu de l'image, c'est une référence au fleuve du paradis. Et donc là, ça montre bien que parfois ressurgissent des éléments tirés des bestiaires, le côté moralisé, qui est absent du texte de Phébus. Et là, je vous montre justement un exemple de ces bestiaires qui étaient extrêmement répandus au Moyen-Âge, où, pour le coup, quand on évoque le cerf, on parle de sa signification, justement, en lien avec le Christ, tout ce que cela symbolise. Voilà, c'est pour vous donner à voir la différence d'approche. Mais ça ne veut pas dire pour autant que Gaston Phébus, dans son texte, se démarque totalement des ouvrages qui l'ont précédé, et notamment des bestiaires. Il y a parfois des éléments qui ressurgissent. Et par exemple, c'est ce que Phébus explique dans le texte du cerf qui mange un serpent pour se régénérer. Ça, c'est pas quelque chose tiré de son expérience, ça provient de ces bestiaires, justement. Vous voyez, c'est plus nuancé. Il faut garder à l'esprit que Gaston Phébus est un homme de son temps, qu'il a beaucoup lu les bestiaires, il est imprégné de toutes ces idées. Ça fait partie de son horizon de référence, et parfois ça ressurgit dans le texte. Là, ici, c'est pour vous donner à voir justement la différence d'approche par rapport aux autres traités synégétiques que j'évoquais en introduction, ceux d'Henri de Ferrières et de Gaz de la Buigne, qui étaient encore très, très moralisés. Et justement, là, c'est un exemple tiré d'Henri de Ferrières, le livre du roi Modus et de la reine Ratio, où le cerf est évoqué
pour la chasse, bien évidemment, mais il y a tout un passage sur sa signification christologique. Vous voyez, ça, on ne le trouve pas chez Gaston Phébus. Alors, poursuivons. Après le cerf, nous avons le renne. Alors là encore, l'apport majeur de Gaston Phébus, c'est qu'il parle d'expérience. Et les rennes, il en a vu sur les rives de la Baltique, lorsqu'il était allé combattre aux côtés des chevaliers teutoniques. Donc il les a vus et il leur accorde une place assez spéciale. Il a été fasciné par ces animaux auxquels il n'était pas du tout accoutumé. Et dans le texte, il les décrit comme ayant des bois énormes, très grands, beaucoup plus que le cerf. Et c'est ce que l'enlumineur a essayé de rendre. Vous voyez dans l'exemplaire de la BNF, le manuscrit le plus connu, donc, que vous avez à droite, et vous voyez qu'en bas à gauche, il y a un animal avec des bois vraiment énormes, ce qui nous semblerait disproportionné, mais c'est une référence directe à la teneur du texte de Phébus. L'ouvrage a vraiment une influence considérable. La grande diffusion manuscrite et ensuite imprimée en témoigne. Et jusqu'au XVIIIe, où Buffon s'est beaucoup appuyé dessus pour son histoire naturelle. Et en fait, il y a une petite anecdote, mais qui est assez révélatrice. En fait, Buffon s'est appuyé sur le texte de Gaston Phébus et ignorait que ce dernier était allé sur les rives de la Baltique. Et donc, il pensait et a écrit que les rennes étaient encore présents dans les Pyrénées au XIVe siècle. Il a fallu attendre Cuvier pour rectifier l'erreur et mentionner justement le passage de Gaston Phébus sur les rives de la Baltique. Oui. Mais c'est une anecdote qui est symptomatique justement de l'influence de ses écrits. Donc Gaston Phébus a vu des rennes, mais les enlumineurs n'en avaient pas forcément vu. Donc là, vous voyez, j'aime beaucoup cette image. C'est une des deux copies justement du manuscrit dédié à Philippe le Hardy, là, de l'Ermitage. Mais l'enlumineur n'a pas vraiment suivi son modèle et les rennes lui semblaient un animal qui lui était très peu familier. Et voilà, il a rattaché l'inconnu au connu. Alors, poursuivons. Ci-devant du bouc et de toute sa nature. En fait, d'emblée, Gaston Phébus, dans le texte, nous dit qu'il y a deux manières de bouc. Les uns s'appellent bouc sauvage et les autres bouc isarus. Donc, bien évidemment, c'est les bouquetins et puis les isards, que vous connaissez bien, et c'est une sorte de chamois des Pyrénées. Et dans le texte, Gaston Phébus dit « Ils portent leur tête de la façon qui est ici figurée dans l'image, et le corps aussi est de la forme ici figurée. » Donc ça témoigne de l'existence, dès l'origine, d'un cycle iconographique qui avait été prévu par Gaston Phébus lui-même pour accompagner son texte, et qui a servi de modèle. Donc là, on peut distinguer qui est qui. L'isard porte des cornes courtes, très recourbées vers l'arrière, tandis que le bouquetin porte des cornes également, mais plus larges, plus longs, moins incurvées, et constituées d'anneaux. Et tout ça, Gaston Phébus le décrit en détail dans le droit fil de la méthode que je vous ai exposée, où tous les animaux, tour à tour, sont décrits. De façon plus ou moins approfondie. C'est assez fréquent, c'est assez frappant, de voir qu'en introduction, Phébus dit d'emblée « Alors ça, c'est comme une bête, donc je ne vais pas m'attarder. Par exemple, les lièvres, on sait tout ce que c'est, les lapins. En revanche, les rennes, ils s'attardent un peu plus. » Donc c'est assez amusant de voir la façon dont Phébus décrit les différents animaux. Là, ici, c'est le lièvre, à gauche, et à droite, vous avez les lapins, le lapin. Les deux enluminures se ressemblent assez. Il n'y a
pas vraiment de différence entre le lièvre et le lapin. Mais je voulais vous montrer ces images pour attirer votre attention sur justement une des particularités de Phébus, de toujours décrire l'alimentation, le mode de reproduction des animaux. Et donc c'est pour ça que vous voyez les animaux avec les petits. C'est très fréquent dans les représentations. Oui. Alors poursuivons parce que le temps passe. Maintenant, nous abordons les ours, qui étaient très abondants au Moyen-Âge dans les Pyrénées. Et là, dans ce chapitre, Phébus évoque tous les aspects que j'ai cités, et notamment l'élevage des oursons, l'allaitement, le sevrage, la capacité de grimper aux arbres, et tout ça, vous le retrouvez sur les images. Alors, passons assez vite. Les sangliers. Là aussi, vous voyez que c'est représenté de façon assez naturaliste. Et en fait, dans le texte, il dit vraiment des choses tirées de son expérience. Là encore, ça nous montre la force de son écrit qui s'inspire de ce qu'il a vécu. Et pour évoquer la dangerosité des sangliers, il nous dit « J'en ai vu blesser un homme, le fendre du genou jusqu'à la poitrine et le laisser mort d'un seul coup, sans pousser un cri. Et moi-même, j'ai été jeté maintes fois à terre, moi et mon coursier tué. » Voilà, le fruit d'une expérience, d'une vie de chasseur. Alors, le sanglier n'est pas très aimé au Moyen-Âge et a tué plusieurs rois. J'ai mis juste une image du pauvre Philippe le Bel, qui est mort lors d'une chasse au sanglier. Ça, c'est une enluminure tirée d'un autre manuscrit qui n'est pas du tout un des livres de la chasse, mais pour vous montrer voilà, que tous les rois de France pratiquaient la chasse, et même quand ils n'aimaient pas, ils se forçaient, puisque ça faisait partie du métier de roi, comme Saint-Louis qui détestait la chasse et qui se forçait. Et là, donc, Philippe le Bel, qui a été jeté à terre, il est tombé de son cheval. Alors, poursuivons. Là, ici, vous avez le renard. On le voit manger un chevreuil, mais nous dit Phébus, il ravageait les clapiers, les poulaillers. Enfin, vous connaissez un petit peu les renards. Mais j'attire votre attention sur l'exemple que vous avez sous forme grossie, du renard qui mange un coq. Ça pourrait sembler d'une banalité terrifiante, alors qu'en fait, ça véhicule tout un imaginaire proprement médiéval. Le motif du renard qui enserre en ses crocs un coq, en fait, c'était un motif très très connu et très répandu au Moyen-Âge. C'est assez fréquent dans l'iconographie. Là, je vous montre un extrait d'un manuscrit, là encore, qui n'a rien à voir avec le dieu de la chasse. Mais vous voyez, c'est un motif très connu. Et ça a été puisé dans le vivier foisonnant des fables dont les médiévaux étaient nourris. Et ça vient très probablement du XIIe siècle avec la fable Le coq et le renard de Marie de France. Et on le retrouve aussi dans le roman de Renard. Donc voilà, vous voyez que ressurgissent dans le texte ou dans l'iconographie des éléments puissamment révélateurs de la pensée médiévale. On termine notre petite promenade dans la première partie consacrée au gibier avec la loutre, donc ce tableau qui clôt cette première séquence du traité. Donc la loutre qui était autrefois assez commun dans toutes les rivières. Et Gaston Phébus nous dit qu'elle a les pattes comme une oie, la peau qui va d'un doigt à l'autre, et on le voit bien, alors je ne sais pas si vous le voyez à l'image, mais la représentation suit assez fidèlement la description de cet animal. Ensuite, Gaston Phébus évoque les chiens. Parce que là, la chasse, c'est d'abord l'art de mener les chiens, qui sont les auxiliaires du chasseur. Phébus était vraiment féru des chiens. Il louait leur fidélité, leur force, leur obéissance. Et là, il va nous expliquer les différents types de chiens utilisés pour la chasse, comment les soigner,
Et donc, premier petit tableau, vous voyez, ci après devise des manières et conditions des chiens. Donc, on reconnaît différents animaux utilisés pour la chasse. Alors, est-ce que... Ah oui, non, on ne voit pas. Donc, vous reconnaissez les lévriers au centre, qui sont très majestueux, avec leur petit collier rouge, la queue un petit peu en spirale, en volute, les oreilles pointues. Vous avez au milieu à droite un exemple de matin, les chiens assez agressifs, avec la queue un petit peu plus courte, les poils plus longs, le museau pointu, et ils portent un collier doté de pointes. Donc ça, on le verra un petit peu plus tout à l'heure. On repère aussi les chiens courants, avec leurs grandes oreilles pendantes, leur tête large, le museau carré. Donc c'est vraiment eux qui constituent les chiens de meute de la vénerie. Vous en avez un bel exemple au registre supérieur au milieu. Pour terminer sur l'identification des différents chiens, tout en bas à gauche, vous avez ce qu'on appelait les allants, donc des dogs, un chien qui prend une pose altière, qui est muni d'une muselière. Gaston Phébus nous dit d'emblée qu'il n'aimait pas du tout les allants, mais il reconnaît qu'il en fallait pour constituer une bonne meute. En fait, ses chiens préférés, c'était les lévriers. Donc voilà pour la présentation générale. Et ensuite, un très, très beau tableau des maladies des chiens et de leur curation, donc la façon dont il faut les soigner, puisque évidemment, un chien qui boite ou dont les coussinets sont abîmés ne va pas pouvoir faire son office lors de la chasse. Donc là, vous avez plusieurs exemples de ces maladies, de ces différents désagréments qui doivent être réglés pour ne pas entraver la chasse. Là, je vous montre un exemple. Vous voyez là une patte abîmée. Vous voyez où c'est? Là aussi. Où on nettoie les pattes des chiens. À un moment, on regarde la gorge d'un chien. Enfin, le temps passe, donc je ne peux pas vous détailler toutes les situations. Mais en voilà quand même quelques exemples. Comme je vous disais, je ne peux vraiment pas vous montrer toutes les enluminures, mais un échantillon. Après les deux tableaux généraux sur les chiens, leurs maladies, comment on les soigne, il y a une enluminure par type de chien. Donc les lévriers, les chiens courants, etc. Donc là, j'ai sélectionné un exemple de chien qu'on n'a pas vu malheureusement sur le tableau général. C'est ce qu'on appelle le chien d'oiselle. Alors, oups, j'ai perdu. Pour attraper le gibier à plumes. Et donc, c'était Phébus les appelle des épagnols, on les reconnaît, qui permettent de lever donc, le gibier à plumes, comme je vous le disais. Donc, ce sont des chiens couchants ou d'arrêt. Et vous les voyez dans différentes postures. Tout ça, ça fait écho au texte de Gaston Phébus. Très rapidement, regardez bien le fond de l'enluminure. Vous voyez qu'à chaque fois, il est différent. Là, ici, c'est un fond d'or bruni, poinçonné de motifs variés. Mais dans des exemples précédents, ou comme ici, vous voyez, c'est un fond mosaïqué. Et là, vous avez le fameux matin. Je vous ai dit qu'ils étaient dotés de colliers cloutés pour se prémunir des défenses des sangliers ou des dents acérées des loups, pardon.
Donc gardez bien à l'esprit que, là je vous ai montré que 2 enluminures, mais pour chaque type de chien, il y a une enluminure correspondante. Donc après avoir passé en revue les animaux qu'on chasse et les chiens qui servent à la chasse, hein, comment on les éduque, leur apprentissage, les différents types de chiens, on commence une nouvelle section du livre avec cette fois-ci la formation des chasseurs et la quête du gibier. Vous voyez, c'est une progression, l'ouvrage est bien articulé. Et vous avez ici une enluminure qui est assez connue, où on voit Gaston Phébus vêtu d'une houppelande. Vous remarquez qu'il est tête nue, il détestait les chapeaux, les coiffes, il était blond. Et il s'est lui-même donné le surnom de Phébus. C'est donné le même nom qu'Apollon. Donc toute cette section, vous voyez, parle de la formation du chasseur, du maître d'équipage, des veneurs. Là, on explique comment il faut traiter les chiens. Ça parle du chenil. Vous voyez comment les chiens doivent demeurer, enfin, comment ils doivent être tenus. Et je vous ai montré juste une enluminure de ce chapitre dans un autre manuscrit, parce que on voit les apports des enlumineurs de manuscrits différents qui apportent des éléments qui ne sont pas forcément dans le texte ou même dans les manuscrits qui servent de modèle. Et là, vous voyez que l'enlumineur de ce manuscrit précisément a ajouté un petit détail amusant, le chien qui a rongé le bas de la porte, alors que ça ne se trouve pas du tout ni dans le texte, ni dans l'iconographie des manuscrits principaux. Mais c'est un petit détail assez amusant. Donc voilà, toujours les passages de formation, comment on doit huer et corner. Donc là aussi, c'est très important pour Phébus de bien décrire la façon de chasser et de communiquer à longue distance sans se voir, avec justement cette méthode. Vous voyez, tous les personnages sont dotés de corps. Donc il est très disert, hein. Je ne vous détaillerai pas tout, mais Gaston Phébus nous indique 8 sortes de cornures. Tout est vraiment très, très approfondi, très détaillé. C'est un manuel pratique de chasse. Et ensuite, la section qui se déploie sur plusieurs enluminures aborde la question de la flairée de la piste. Comment on fait pour traquer le gibier. Donc là, je vous ai mis l'exemple des fumées pour le cerf, où ce sont les excréments du cerf qui ont des consistances, des formes différentes, qui sont étudiés justement par les chasseurs, et c'est ce que vous avez représenté ici. Donc là encore, tout est extrêmement détaillé, approfondi. Donc, un autre exemple de la flairée de la piste, où là on doit regarder les frayoirs, voir les traces qu'a laissé le cerf en se frottant aux arbres. Vous voyez à la fois les fumer, les frayer, les reposer, enfin c'est extrêmement détaillé. Ensuite, le repas avant la chasse à proprement parler. Vous voyez un banquet où on voit un grand personnage, Phébus, qui préside. Comme le temps passe et que, comme je disais, il y a énormément d'enluminures, j'en ai choisi à dessein certaines au lieu d'autres. Je ne vous ai pas montré les scènes vraiment de curé, parce que le manuscrit est visuellement très assez saisissant. Donc, vous pourrez regarder sur Gallica, mais je vous ai mis d'autres exemples de chasse qui ne sont pas la chasse à force, oui, la chasse à court, où là on utilise différents pièges. Donc c'est pour chasser le lapin. Donc c'est pas pour Phébus, hein, il le dit bien dans son texte, ce n'est pas une chasse noble, c'est un jeu de vilains désordonnés. Mais justement, ça aussi la particularité de Phébus,
c'est de ne pas laisser de côté, c'est de ne laisser de côté aucun type de chasse. Il aborde tout. Donc même les chasses qui ne sont pas pratiquées par lui, lui évidemment préfère la chasse au cerf, la chasse noble par excellence, mais il veut évoquer tout ce qui existe, y compris ce qu'il ne considère pas comme le plus digne. Donc il aborde tous ces types de chasse au piège. Et la dernière partie de son ouvrage, c'est sur la chasse au trait, à l'arc ou à l'arbalète. Et je vous ai mis juste un exemple de cette dernière section, où là, c'est une chasse qui utilise des leurres. Vous voyez qu'il y a un chasseur qui est déguisé en bœuf. Il a un petit déguisement qui permet à son acolyte, vous voyez, de se cacher derrière, de s'approcher du cerf et de pouvoir le tuer. Vous voyez, le petit déguisement qui est assez saisissant. Alors, le manuscrit de la BNF ne se clôt pas avec la fin du livre de la chasse de Gaston Phébus, parce qu'il est suivi d'un autre ouvrage de Gaston Phébus, qui a beaucoup écrit. C'était un fin lettré, grand mécène. Il a écrit aussi un livre des oraisons. Donc, dans le manuscrit de l'ABN, vous avez, à la suite du livre de la chasse de Phébus, son livre des oraisons, qui est introduit par une très belle enluminure où on voit Gaston Phébus en prière devant Dieu. Donc, c'est un ouvrage qui comporte une série de prières en français et en latin. Et pour conclure cette communication, cette présentation, je vous montrerai la mort de Gaston Phébus, qui s'est produite à la suite d'une chasse. Donc c'était un grand chasseur devant l'Éternel, et en revenant d'une chasse à l'ours, le 1er août 1391, où il devait faire extrêmement chaud, et il a voulu se rafraîchir. Il est entré, vous voyez, dans une pièce, un endroit qui avait été rafraîchi de verdure. Tout ça, ça nous est raconté par le chroniqueur Froissart. Et en fait, il a juste voulu faire ses ablutions, et l'eau devait être extrêmement froide, et il est mort d'hydrocution. Voilà, il a été saisi. Et c'est ce qui est représenté dans un des manuscrits enluminés des fameuses chroniques de Jean Froissart, qui, comme je vous l'expliquais précédemment, était tellement fasciné, comme tout le monde à l'époque, par Gaston Phébus, qu'il était venu exprès à sa cour, et qui avait ensuite relaté les hauts faits de Gaston Phébus, et qui était vraiment extrêmement fasciné par lui, et nous aussi. Merci beaucoup.